L'avenir est arrivé. Le monde après la dernière grande guerre, des terres désolées brûlées, où seuls les monstres survivent. Les humains se sont réfugiés dans la seule ville encore debout, la ville sous la montagne. Elle est gouvernée par le souverain suprême, préoccupé par le pouvoir croissant de l'église des croisés et de son hiérarque. Sur la place centrale, une sorcière nommée Alice la Grise est exécutée. La sentence est appliquée par Ash, la main droite du patriarche. Elle ordonne aux esclaves de cesser le travail pour qu'ils soient témoins du châtiment infligé à cette femme qui a osé troubler l'ordre. Tout le monde connaît Alice. Elle ne refuse jamais rien à personne. Les pauvres comme les nobles s'adressent à elle, et elle aide tous ceux qui viennent. Ash lit la sentence et fait tomber le support sous ses pieds. Mais l'un des soldats sort soudain un pistolet et tire sur la corde. La sorcière s'échappe. Folle de rage, Ash abat le soldat et ordonne de la retrouver immédiatement. Pendant la chasse, Ash tombe elle-même dans un piège et se retrouve pendue. Mais Alice la Grise ne se venge pas. Elle s'éloigne simplement. Ash lutte pour survivre, tandis que les esclaves, témoins de la scène, commencent à appeler la sorcière, celle qui a vaincu la corde, et l'acclament avec admiration. Dans une autre partie de la ville, le chasseur Boyce tombe dans une embuscade. Comme toujours, il s'en sort grâce à son serpent à 2 têtes, qui étrangle le chef des ennemis. Boyce s'en va sain et sauf. Pendant ce temps, Alice la Grise rentre chez elle et laisse une aumône à une femme aveugle qui ne lui avait jamais rien demandé. Celle-ci est surprise. La voix de la sorcière paraît jeune malgré son âge. Alice le confirme, elle est en réalité plus âgée qu'elle n'en a l'air. La nuit, 2 visiteurs viennent voir Alice, la reine et sa garde du corps, Géris. La reine exige le pouvoir de se transformer en bête, sachant qu'Alice n'a jamais refusé une demande. Alice la prévient, le souhait est irréversible. Mais la reine est certaine de sa décision. Alice promet de trouver un chasseur, qui l'amènera à la tanière du loup-garou, avant la pleine lune. Plus tard, Géris revient seul. Il propose à Alice une montre de famille et lui demande de ne pas exaucer le souhait de la reine. La sorcière promet que lui aussi recevra ce qu'il désire. Après leur départ, Alice entre en transe. Elle a une vision, un loup-garou déchire, les chasseurs venus pour sa peau, au milieu d'un amas de crânes. Au même moment, la jeune reine, qui méprise son vieux mari, le souverain suprême, se rend auprès de son amant, le chasseur Boyce. Après avoir passé la nuit avec lui, elle reste, tandis qu'il part et rencontre des croisés. Il les vainc, puis se rend dans un bar, où Alice la Grise le trouve. Alice la Grise a besoin d'un guide pour les terres perdues. Boyce refuse d'abord, il est simplement venu jouer aux cartes. Mais la sorcière s'assoit à la table, mise un souhait, et gagne facilement. Il n'a plus le choix. Il la prévient des dangers qui les attendent dans les terres désolées, et accepte de la conduire à la rivière des crânes, où vit le loup-garou. En échange, Alice lui donne la montre de famille du capitaine de la garde. Soudain, des croisés, menés par Ash, font irruption dans le bar. Boyce lance son serpent à 2 têtes sur la chef, gagnant quelques précieuses secondes. Ash tue le serpent, mais la sorcière et le chasseur ont le temps de fuir. Boyce souffre profondément de cette perte, et la sorcière le remarque. Pendant ce temps, en ville, Ash conduit une mendiante aveugle chez le patriarche Johan. Sous la torture, la femme avoue. Alice la Grise a reçu la reine et le capitaine chez elle. Elle les a reconnus à leur voix. Johan voit immédiatement une opportunité. Il ordonne de retrouver la sorcière et le chasseur à tout prix. Ils ont besoin d'un aveu prouvant qu'ils ont agi de concert avec la reine pour écarter du pouvoir le souverain mourant, Alice. Et Boyce monte un camp dans les champs. Le chasseur cherche un remplaçant pour son serpent, mais comprend vite qu'il n'en existe plus de semblable. La sorcière répare son pistolet, et la nuit, elle remarque qu'il s'approche d'elle, avec un couteau. Il approche la lame de sa gorge, puis lui montre un scorpion mort. Il l'a sauvé, pas attaqué. Le lendemain, il s'arrête à un avant-poste tenu par des amis de Boyce, Ross et sa sœur Mara. Il est évident qu'un passé commun lie Boyce et Mara, et la sorcière le remarque. Elle presse le groupe. Il reste peu de temps avant la pleine lune. S'ils n'atteignent pas la tanière à temps, la bête ne pourra être vaincue. Boyce admet que le chemin le plus rapide longe la voie ferrée, mais qu'elle est infestée de monstres. La nuit, il passe du temps avec Mara. Dans une conversation intime, il parle d'un garçon qui a survécu seul dans les terres désolées. Il avait peur de parler et est devenu sauvage. Mara comprend. Il parle de lui-même. Boyce esquisse un sourire. Au matin, ils font leurs adieux aux amis. Devant eux s'étendent les terres perdues. Alice et Boyce suivent les rails, sans savoir qu'un train blindé les poursuit sur la même voie, avec l'escouade d'Ash à son bord. Pendant ce temps, la reine exige de Johan le retour des croisés dans la capitale. La ville est instable et sans défense. Mais Johan la menace. Si sa trahison envers le souverain est révélée, une révolte éclatera. Il est convaincu qu'elle agit de concert avec la sorcière. En contactant Ash, il dit « Le souverain est mourant, la reine est faible, et une nouvelle ère approche.
mais elle n'adviendra que si la sorcière avoue. Le train d'Ash fonce vers l'avant-poste. Les croisés capturent Ross et Mara. Ross est suspendu entre deux poteaux et torturé. Il garde le silence. Mais Mara cède. Elle révèle la direction qu'ont prise Alice et Boyce. Ross est exécuté. L'avant-poste est incendié. Les croisés se lancent à leur poursuite. Boyce et Alice la Grise atteignent une ville en ruine, fendue par un gigantesque gouffre. Le chasseur la conduit vers un téléphérique, mais son opérateur, un vieil ami, ne répond pas. Boyce trouve son cadavre suspendu dans une ruelle, et a tout juste le temps de prévenir Alice quand ils sont encerclés par des croisés portant des lunettes noires pour se protéger de son influence. Ash exige qu'on lui livre la sorcière. En réponse, Boyce voit Mara, ligotée et mutilée. Ash l'exécute froidement sous ses yeux. Fou de rage, il se jette dans la bataille. Alice combat à ses côtés. Ils parviennent à éliminer une partie du groupe, mais ils sont en infériorité. Sous les tirs, ils courent vers le téléphérique. Un vieux bus scolaire suspendu à un câble. Quelques ennemis réussissent à sauter à l'intérieur. Dans un combat à mort, Alice et Boyce les tuent et jettent les corps dans le gouffre. Ash ordonne de couper les câbles. Le bus s'élance dans le vide, heurte la paroi rocheuse et reste coincé. Ash retire ses lunettes pour achever le chasseur, mais croise le regard d'Alice et perd sa précision. La sorcière sauve Boyce, et il comprend enfin qu'elle est réellement une sorcière. La nuit, autour du feu, Alice recoue la blessure de Boyce. Ils se souviennent en silence de leur camarade tombé, et il avoue qu'il a toujours détesté la ville. Une confiance grandit entre eux. Ils sont trop semblables, de par leur esprit et leur sang. Pendant ce temps, à la capitale, la reine apprend sa grossesse. Souriante, elle annonce la nouvelle au suzerain, puis étrangle le vieil homme paralysé avec un oreiller. Elle lui dit que le futur dirigeant sera l'enfant d'un simple chasseur, comme elle-même, né du peuple. Alice et Boyce atteignent la zone militaire abandonnée, et prennent position près de l'ancienne centrale nucléaire. Un train blindé d'Esh fonce vers eux. Mais avant qu'ils n'arrivent, ils sont attaqués par des mutants qui vivent dans la région. Boyce active des pièges préparés à l'avance, formant un cercle de feu. Un fût de carburant explose. Dans le chaos, un démon apparaît, le chef des mutants. Il attrape Alice, mais elle le force à la lâcher d'un regard, puis le brûle avec le feu de ses paumes. Lorsque le combat se termine, Alice tombe dans les bras de Boyce. Elle explique que le feu ne nuit pas aux humains, mais détruit les créatures des ténèbres. Pour cette force, elle paye un prix. Elle raconte l'histoire d'un homme qu'elle a, autrefois aidé. Il voulait du pouvoir, et est devenu un démon. Elle en a assez d'être celle qui ne peut jamais refuser. Boyce promet de la protéger. Mais au loin, le bruit du train d'Esh se fait entendre à nouveau. À la capitale, la mort du suzerain est annoncée. Johan félicite la reine, mais en privé, il lui rappelle que son pouvoir est temporaire, jusqu'à ce que l'héritier atteigne sa majorité. Elle le flatte, et Johan reporte le coup d'état. Plus tard, il contacte Esh et exige des preuves, que l'enfant n'est pas celui du gouverneur. Alice et Boyce arrivent à la rivière des crânes. Il lui demande d'abandonner son projet, mais elle lui remet la récompense promise, la montre du capitaine. La sorcière dit qu'elle doit y aller seule. Sa malédiction est l'incapacité de refuser. Personne ne doit être présent quand elle prête un serment. Mais Boyce ne se retire pas. Dans le tunnel, le train d'Esh les rattrape. La grise Alice court sur les rails, juste devant la locomotive. Esh se réjouit. Il la voit déjà être balayée du chemin. Mais lorsqu'il atteint le pont, Alice aperçoit un précipice devant elle et saute. Dans les airs, elle est rattrapée par Boyce, tandis que le train tombe dans le ravin, emportant tous les croisés. À la ville, après avoir appris ce qui s'est passé, Johan tente de prendre le trône par la force. Cependant, le capitaine s'occupe de ses gardes et tue Johan lui-même. Pendant ce temps, Alice et Boyce atteignent la rivière des crânes et se rapprochent de la tanière du loup-garou. La sorcière est horrifiée. Il y a tellement de os autour qu'ils sont incalculables. Boyce la supplie à nouveau de reculer et propose de combattre le monstre seule. Elle refuse, mettant des griffes en argent et se préparant au combat. Boyce prévient. L'argent ne l'aidera pas. Beaucoup ont essayé avant et tous sont morts. Il lui demande d'arrêter, mais elle rappelle qu'elle n'a pas le choix. Le ciel se couvre de nuages de pluie. La pleine lune se lève, et la vérité se révèle. Le loup-garou a toujours été Boy. Il commence à se transformer et se jette sur elle. Alice se transforme en corbeau, vole plus près et le renverse. Lorsque Boyce reprend conscience, il avoue, pour son don de connaître, l'avenir, il serait prêt à tuer. Elle essaie de soulager sa souffrance. Il s'avère qu'elle a toujours su qui il était vraiment. Même quand elle bandait sa blessure, elle y avait mis de l'argent. Il avait lentement pénétré dans son sang et l'avait affaibli. Maintenant, elle est prête à donner le coup fatal. Boyce supplie. Il veut juste être avec elle. Alice accepte et lui enfonce la lame dans la poitrine. Au lever du jour, Alice la Grise est assise près de sa tombe.
Elle pose la montre du capitaine dessus et s'en va. Dans la ville sous la montagne, les esclaves l'accueillent à son retour. La sorcière, celle qui vainque la boucle, est leur espoir. L'insurrection commence. Alice apporte à la cour la peau du loup-garou. La reine doit couper son doigt et laisser tomber une goutte de sang sur la peau pour acquérir la force de la transformation. Le capitaine exige que sa montre lui soit rendue. Ce n'est pas ce qu'il voulait. Alice répond qu'il a obtenu exactement ce qu'il avait rêvé. La reine, la femme qu'il désirait, est maintenant libre, car celui qu'elle aimait est mort. Dévastée par le chagrin, la reine avoue. Elle voulait devenir une bête uniquement pour Boïs. Dans une rage folle, elle tue le capitaine, mais ne porte jamais la peau. La ville sombre dans l'insurrection. Bientôt, Boïs revient pour rencontrer Alice. Leur conversation révèle qu'elle a toujours tout su. Seule une personne comme elle aurait pu éveiller en lui un tel sentiment. C'est pour cela que la reine rêvait de devenir une bête. Mais Alice savait qu'elle ne porterait jamais la peau. Elle savait que Boïs survivrait. Elle savait que le pistolet dans sa main ne tirerait pas. Avec Alice la Grise, on peut acheter tout. Mais il est préférable de ne pas le faire, et ils partent ensemble vers le coucher du soleil.